bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, ce magazine qui interroge le monde qui change. Alors je vous propose de démarrer aujourd'hui avec une découverte. Il s'agit d'un nouveau jeu éducatif qui utilise les hologrammes pour apprendre les maths en s'amusant plus facilement. On verra quelle est l'efficacité, à qui ça se destine et s'il s'agit véritablement d'hologrammes ou aussi d'intelligence artificielle. On en parlera donc avec mon premier invité Vincent Escudé de Kidaya dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission lui sera consacré à la publicité ciblée. Vous le savez, on annonce la disparition d'un certain type de cookies. Alors comment le secteur se prépare à cet après-cookie, à se mettre en ligne avec les nouvelles réglementations, mais aussi les modèles imposés par les géants américains. Comment le secteur donc français européen peut s'en sortir? Quelles sont aussi les nouvelles méthodes de ciblage qui nous attendent? On en parle avec des spécialistes du marketing et de la pub digitale. Et puis nous retrouverons aujourd'hui Cédric Villani pour parler des travaux de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. On va s'intéresser plus particulièrement à la recherche en milieu polaire menée par la France. Et on conclura par une révolution à l'échelle moléculaire, une sonde qui est capable de révéler une activité enzymatique avec une précision inégalée. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors la découverte du jour, c'est l'apprentissage des maths grâce à l'holographie. On en parle avec vous, Vincent Escudé. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes cofondateur de Kidaya, qui est donc le nouvel outil dont nous allons parler, et PDG de Prof en Poche. Alors Kidaya, donc c'est ce que vous annoncez comme le premier jeu éducatif en hologramme. Il est issu d'un projet en partenariat innovation intelligence artificielle avec l'éducation nationale, déjà démarré avec un partenariat avec le ministère. J'imagine que ça change un peu les choses. Ça veut dire qu'on peut imaginer que cette nouvelle forme d'apprentissage arrive un jour dans le quotidien des élèves à l'école? Il l'est. Il est déjà dans le quotidien des élèves. Alors évidemment... parce que là, vous êtes encore dans une campagne de Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, qui est une campagne de pré-vente destinée plutôt dans la continuité de ce qui se passe en salle de classe, donc pour la maison, donc pour accompagner les parents qui deviennent un petit peu encore plus dans ces périodes-là les enseignants à la maison, où ils doivent s'improviser enseignants, et on avait envie de les accompagner. Et en ce sens-là, Kidaya est pensé à la maison, mais co-construit avec le terrain, en salle de classe, et effectivement débuté avec un partenariat. Et alors donc c'est testé où aujourd'hui, Kidaya? Alors dans des centaines de classes, déjà dans des centaines de classes. Quel type de classe? Alors CP, CE1, CE2 pour l'instant. D'accord. On est essentiellement sur le cycle 2. Ok. Et effectivement, le fait que ce soit avec le ministère nous offre un volume adressable de 135 000 enseignants et 2 millions d'élèves. Donc effectivement, on commence tout de suite avec... ça a démarré quand, ces premiers tests? En novembre 2019. D'accord. On a eu donc vous avez déjà un retour d'expérience? On a déjà un retour d'expérience, on a co-construit cette solution au plus proche du terrain, donc avec les enseignants, avec les élèves. Et aujourd'hui, on est plutôt en phase d'industrialisation, donc d'augmenter la montée en charge pour avoir une distribution nationale à partir de septembre. Et comment les profs, les maîtres et les maîtresses, on dit en primaire, s'emparent de l'outil? Alors, on leur offre un certain nombre de tutos. On les forme un petit peu sur le terrain, on leur propose des webinaires sur lesquels ils peuvent se rendre. Est-ce que ça peut être un outil d'apprentissage collectif? On a vu des images, donc chaque élève finalement a une projection 3D devant lui. Oui. Mais un apprentissage, on va le voir aussi, qui peut être plus personnalisé, est possible avec Kidaya. Est-ce qu'aujourd'hui les profs dans les salles de classe s'en servent comme un apprentissage pour l'ensemble des élèves, ou c'est vraiment personnalisé? Alors c'est pensé pour être joué en petits groupes. L'important c'est ça, c'est d'avoir l'idée de plaisir et l'idée de jeu. Pour l'élève, ça se présente sous la forme d'hologramme pour avoir la visualisation des mathématiques et d'interaction vocale pour pouvoir parler les mathématiques. Pour ça, on s'appuie sur les travaux de Stanislas Dehaene. Parler et voir les mathématiques aide au plaisir des mathématiques et à la compréhension des mathématiques. Et pour l'enseignant, comme vous l'avez dit, ça se présente sous la forme d'un tableau de bord développé par notre partenaire Tralalaire et qui se voit proposer des parcours d'apprentissage personnalisés en fonction des progrès de l'élève et des groupes d'élèves de niveau qui vont lui permettre de pouvoir individualiser le travail en salle de classe. Alors vous avez évoqué des travaux justement sur l'apprentissage des maths, comment les rendre plus naturels. Est-ce qu'on
qu'on parle, là vous dites, ça permet de voir les mathématiques. Est-ce qu'on parle vraiment de projection de véritables hologrammes ou ce sont juste des projections 3D sur des écrans? Alors c'est de la 3D qui, par effet de miroir, vont se transformer en hologramme, mais on a vraiment cet effet de flottaison et cet effet d'hologramme sur le plexi. Et on a beaucoup évolué sur le kit que l'on propose à la fois en salle de classe et à la maison aujourd'hui sur la campagne Kiss Kiss, qui est une campagne de pré-vente finalement, et sur laquelle on a vraiment cette idée de faire le tour, de voir en 3D. C'est un peu l'idée de manipuler des objets, mais là on ne peut pas vraiment les manipuler. Est-ce qu'en primaire, on pourrait utiliser aussi cette manipulation physique? Et alors, pas la manipulation physique. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'assimiler. Je ne parle pas uniquement avec votre outil, mais est-ce que ça pourrait être combiné? Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est qu'on a un certain nombre de jeux qui sont en cours de développement sur lesquels on va pouvoir voir un cube en hologramme et on va pouvoir les simuler à un vrai dé ou à un Rubik's Cube qu'on va vraiment avoir en salle de classe. Et donc, ça va permettre à l'élève d'assimiler la 3D via les hologrammes à des objets du quotidien. Parce qu'il faut bien qu'ils se rendent compte que les mathématiques sont partout. C'est une discipline fondamentale pour les métiers et le monde de demain. Et donc, c'est nécessaire de leur apporter ce plaisir et surtout de les rendre concrètes et interactives. Bon, alors je vais vous provoquer un peu, mais finalement, en primaire, ça va les maths? C'est après que ça se complique. Et alors, pas vraiment, figurez-vous que... Est-ce que vous pensez à quelque chose pour, je ne sais pas, les collégiens, les lycéens? Mais bien sûr. Là, aujourd'hui, on est sur le cycle 3, cycle 4, arrive justement, il y a des partenariats d'innovation sur cycle 3, cycle 4 qui arrivent sur cette fin d'année. Donc, ce sera intéressant de se positionner aussi sur ces niveaux-là. Donc, bien sûr que c'est dans la vision de la boîte d'aller sur ces sujets, mais dès le primaire, dès le tout jeune âge, les mathématiques sont déjà abstraites. Donc, en fait, le fait de les rendre concrètes, ben, ça se passe. Et en plus, beaucoup de choses se jouent dès l'arrivée en CP. Donc, le cube simple dans les mains, compliqué en 2D ou sur papier, on va venir le rendre plus concrète et avec plus de plaisir et de curiosité. Peut-être qu'on pourra faire des maths un peu plus poussées aussi, plus tôt? C'est possible. Ça peut modifier Est-ce que, en fait, la question, c'est est-ce que l'apport de nouvelles technologies peut aussi modifier les apprentissages? Ce que ça peut modifier, c'est le plaisir. Ça, c'est certain. Et à partir du moment où on a du plaisir et le goût d'apprendre, ben, derrière, ça va être beaucoup plus fluide et on va avoir beaucoup plus d'intérêt à apprendre. Alors, il y a aussi une autre techno intéressante, on a commencé à l'aborder, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est donc un algorithme qui va apprendre comment l'enfant réagit face aux mathématiques qu'on lui propose, c'est ça? Ce qui va être important, c'est bien un partenariat d'innovation en intelligence artificielle. Donc, pour l'enseignant, c'est de pouvoir individualiser les travaux et créer des groupes, parce que Kidaya est pensé pour être joué en atelier, en mini-groupe d'élèves. Donc, quand un enseignant va questionner un élève sur le calcul mental, par exemple, il va pouvoir questionner 2-3 élèves, 5 fois maximum, sans récupérer la data. Ce qui va être important avec Kidaya, c'est qu'on va pouvoir en salle de classe récolter toute la data et entraîner tous les élèves de la classe. Et derrière, on va le visualiser, enfin, ça va être visualisable pour l'enseignant qui, lui, va se voir proposer des parcours d'apprentissage personnalisés. Et c'est là que se situe... un tableau de bord pour les maîtres et les maîtresses. C'est ça, c'est ça. Super. Donc, je précise que votre campagne sur Kiss Kiss Bank Bank se terminera le 11 juin, mais vous avez déjà dépassé l'objectif. Hein. Oui, on a dépassé les 450%. On a une vraie réussite sur cette campagne qui... Donc, ça démarre super bien. Vous êtes incubé à Station F par Microsoft for Startup? C'est ça. Ok, eh ben super. Merci beaucoup pour cette première découverte sur les maths et l'holographie. Merci donc Vincent Escudé, cofondateur de Kidaya, PDG de Prof en Poche, qui est la start-up qui porte le projet. C'est l'heure de notre talk sur l'avenir de la publicité sans cookies. Publicité ciblée. Alors, comment vont faire les pros pour cette après-cookie? Comment se préparent-ils? On en parle avec justement des spécialistes du marketing et de la pub digitale. Mikim Chikli, présidente directrice générale Europe, Afrique, Moyen-Orient de Weborama. C'est un groupe français spécialiste de l'optimisation des actions marketing et des campagnes publicitaires par la collecte et la science des données. Avec moi également Geoffrey Berton, cofondateur de Quarry, qui est une plateforme de
marketing et de ciblage publicitaire spécialisé dans les solutions sans cookies. Bonjour. Et nous avons en visio Nicolas Rieul, directeur général de Criteo France, qui est donc une plateforme technologique au service des spécialistes du marketing et de la publicité sur Internet. C'est un géant français coté au Nasdaq. Merci à tous les trois d'être présents autour de cette table. On peut peut-être commencer par reparler de la situation et du contexte. Mikim, peut-être vous pouvez démarrer là-dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer du côté de Google, du côté d'Apple ? Bonjour à tous. Alors, nous vivons une époque formidable. Moi, j'adore le changement. C'est le moment de créer des nouveaux modèles. Alors, ce qui se passe, c'est que les géants de la tech ont pris conscience de l'importance de protéger les données personnelles. Bien sûr, ils ont été un petit peu forcés. On ne va pas revenir sur le sujet, on ne va pas débattre. La conséquence, c'est qu'il y a une suppression des petits cookies, donc c'est des petits traceurs qui permettaient de faire un ciblage publicitaire très précis et même de recibler et recibler les internautes. Ces petits cookies... C'était la spécialité d'ailleurs de Criteo, ce reciblage. Tout à fait, tout à fait. Le succès de Criteo. On va lui donner la parole tout de suite après. Ces petits traceurs vont disparaître, les cookies vont disparaître. Ils ont déjà disparu dans l'écosystème d'Apple et de Firefox d'ailleurs. Et Google est en train de les faire disparaître, donc annonce qu'ils vont les faire disparaître d'ici 2022. Ils n'ont pas encore annoncé complètement. Tous les cookies, c'est les cookies qui permettent en fait de suivre l'internaute lors de ces différents surfs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les cookies tiers. Donc les cookies premiers, les cookies first, sont des données qui sont des données propriétaires des plateformes. Et donc, ces cookies-là vont continuer, vont rester. Et donc, il va y avoir des solutions qui vont se mettre en place. Donc, on travaille ensemble sur le marché publicitaire avec Nicolas Geoffrey pour créer des écosystèmes beaucoup plus respectueux de l'internaute et avoir un marché publicitaire plus respectueux. Donc, voilà ce qu'il est en train de se passer sur le marché. Alors, on va faire réagir tout de suite Nicolas Rieul de Criteo, parce que c'est vrai qu'on a connu Criteo au départ comme le pro du reciblage sur Internet. Donc ça, c'est une époque révolue. Alors non, on voit toujours évidemment cette solution. On s'est fait connaître et on a accompagné la croissance du e-commerce pendant des années sur la génération de ventes en ligne. C'est le produit effectivement de retargeting qui est en fait le ciblage d'un prospect qui est chaud. Mais Criteo a entrepris une diversification de ses produits il y a quelques années aujourd'hui. Donc ce n'est pas que du retargeting, effectivement, aujourd'hui chez Criteo. Si on regarde, on a une entreprise aujourd'hui qui fait à peu près 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires monde qui n'est pas du retargeting. Et ça, c'est en croissance de 60%. Donc, on a une vraie diversification de nos produits. Et puis, juste peut-être pour compléter, il faut séparer bien deux sujets. Le sujet de l'identification en ligne, on parle des cookies, c'est un identificateur technique, et ensuite le sujet de la réglementation sur la vie privée, qui est un autre sujet. Pourquoi je fais la différence ? Parce que le plus important, c'est de donner de la transparence et du choix à l'utilisateur. Et une fois qu'il a donné son consentement, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde le voit en France, en un clic, on peut donner son consentement ou le retirer. Une fois que l'utilisateur a donné son choix et souhaite de la publicité personnalisée, dans ce cas-là, on a besoin d'identifiants techniques pour pouvoir faire de la publicité ou le mesurer. Et c'est là que des opportunités, des alternatives peuvent se créer, notamment aux cookies tiers, et ce dont parlait Mikim notamment. Il y a des initiatives de marché qui vont pouvoir continuer à faire de la publicité personnalisée, comme le retargeting, mais aussi d'autres formes de publicité, notamment par cohorte, qui permettront d'exister. Et puis, sur ces utilisateurs qui, eux, refuseront de donner leur consentement, qui ne souhaitent pas de publicité personnalisée, ici, on développe de nouvelles solutions, et on va sans doute en parler, comme la publicité contextuelle. Donc, on va vers un futur dans lequel, en fait, on va avoir plusieurs typologies de publicité qui vont coexister, dont une avec un consentement de l'utilisateur et qui va pouvoir être personnalisée, et une autre qu'il faut qu'on rende intelligente parce qu'on a de moins en moins de signaux. Alors là, on est quand même à une période transitoire, parce qu'en ce moment, on voit les taux de consentement qui chutent. Enfin, moi, je ne les vois pas, mais c'est vous qui me le dites. C'est les chiffres que j'ai vus passer. L'alternative pour l'utilisateur, souvent, s'il n'accepte pas d'être tracé, c'est qu'il doit payer son contenu. On n'a pas encore vu arriver ces alternatives de manière assez massive de la part des pros de la pub. C'est quand même, on est dans un bouleversement qui peut faire mal au secteur. Ouais.
C'est une bonne question. En fait, on se rend compte que la publicité quand même finance une bonne partie des éditeurs de sites web et donc permet justement à certains journalistes de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont à dire. Et donc là, quand on parle de parler des sites d'infos gratuits, quoi. Oui, d'infos gratuits. Ils sont sur un modèle publicitaire. Ça peut être les forums, ça peut être les blogs, ça peut être aussi les plateformes de vidéos. Beaucoup de plateformes se financent par rapport à la publicité. Oui. Et ça c'est en train d'être fragilisé aujourd'hui. Et c'est en train d'être fragilisé. Et donc, la plupart des éditeurs de sites web, quand ils ont perdu le consentement de l'internaute, en effet, ils proposent un abonnement ou un login pour pouvoir récupérer une monétisation et pouvoir continuer à travailler sereinement. Et on peut aussi proposer, via le ciblage contextuel dont parlait Nicolas tout à l'heure. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que ce ciblage contextuel-là? Expliquez-nous. Le ciblage contextuel, on le connaît depuis très très longtemps. C'est l'âge ancien de la publicité. Tout simplement, je vais mettre une offre publicitaire dans un contexte qui lui est dédié. Donc on fait ça depuis très 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 longtemps, que ce soit à la télé, que ce soit dans des événements, etc. Quand on regarde un match de foot, tout autour du terrain du terrain de football, il y a des publicités qui sont contextualisées avec ce qui se passe sur le terrain, tout simplement. Et donc, le ciblage contextuel dans la publicité en ligne, on va tout simplement rajouter une surcouche d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'avoir le meilleur ciblage possible pour l'offre de l'annonceur. Et voilà, nous, c'est ce qu'on appelle de la sémantique, c'est-à-dire la compréhension du sens et des sentiments d'une page, pour pouvoir tout simplement... Donc vous adaptez au contenu que l'internaute est en train de lire, de consulter. Voilà, on n'est plus sur le ciblage de l'utilisateur, qui il est, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire plus tard. On est sur le ciblage du contenu. Et donc a priori, ce qu'il apprécie. Ce qu'il apprécie à un instant T, donc son attention sur un sujet à un instant T, ce qui le fait réagir en ce moment. Alors, est-ce qu'en France, le secteur de la pub est en retard, prêt essaye d'avoir quelques coups d'avance par rapport aux Américains qui, eux, ont impulsé le mouvement finalement? En fait, la France n'est pas si en retard que ça. Alors moi, j'arrive de 10 ans à l'étranger, mais plutôt en Asie. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques en Asie. Mais si on regarde le marché américain, où on est très présent chez Weborama, on s'aperçoit qu'ils se sont beaucoup concentrés sur ce qu'on appelle l'ID. Et donc, cette notion de Core ID, qui est aussi une solution un peu alternative, en fait, au ciblage contextuel sémantique. Donc, nous, par exemple, aux États-Unis... Donc, l'ID, c'est-à-dire c'est une identité propre à l'internaute. Voilà, exactement. Et donc, il y a eu, bien sûr, comme l'expliquait Nicolas, le consentement de l'internaute. Donc, ils ont constitué ces ID. Donc, ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va rajouter une couche sémantique, donc la science des mots, comme l'expliquait Geoffrey, et ça c'est vraiment très important, c'est dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es, mais de façon anonymisée bien sûr, et donc on va faire du ciblage lié en fait à cette ID, donc c'est du user ciblage. Et comment est-ce qu'on la récupère cette ID ? Alors, il y a eu du consentement et il y a eu des collectes qui se sont faites dans les règles de l'art, bien sûr. En France, finalement, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de collecte d'ID, il y a des initiatives formidables qui existent sur le marché. Il y a des acteurs donc, qui se sont positionnés comme Geoffrey ou comme Weborama sur le marché de la sémantique. Et nous, on passe directement sur du content focus. Donc c'est ça, c'est ce point de sémantique qui est que finalement on rapproche des mots suivant un principe vectoriel mathématique l'un vers l'autre, puis on regarde aussi la distance de ces mots-là. Donc finalement on arrive à avoir vraiment une précision forte, on arrive à avoir un reach aussi qui est très fort, parce que ça c'est vraiment l'enjeu. Les ID souvent c'est des reach qui sont plus petits, c'est difficile de collecter. Donc c'est la possibilité finalement d'avoir une échelle forte quand on fait une campagne. Je peux vous cibler, très bien, mais ce qui m'intéresse en fait c'est de cibler at scale, donc avec une échelle très très large. Donc c'est le nombre de personnes qu'on arrive à atteindre. C'est le nombre de personnes qu'on arrive à atteindre, exactement. Donc voilà, là, une fois qu'on a fait ça, oui. on est, je pense, en France ou en tout cas en Europe, moi j'ai vu beaucoup d'initiatives où on est suffisamment avancé sur ce marché pour pas du tout avoir à pâlir face aux Américains. Alors il y avait quand même une réaction que j'aurais bien aimé avoir de votre part. Alors, je ne sais pas qui des trois va vouloir réagir. C'est aux États-Unis, donc face aux nouveautés anti-tracking d'Apple sur iOS 14.5.
Facebook qui donc s'est battu contre cette décision d'Apple, finalement estime qu'il sera capable de gérer cet impact d'App Tracking Transparency, donc l'ATT, dont on a déjà beaucoup parlé dans Smart Tech, sur ses revenus publicitaires. Et Sheryl Sandberg, qui est donc la directrice des opérations de Facebook, qui dit même qu'elle a mis en place que Facebook a mis en place un système qui continuera à fonctionner lorsqu'à l'avenir, on aura accès à moins de données. Alors, comment ? Par quel miracle? Qui a envie de réagir? En fait, ce sont des wall gardens. Je pense que Nicolas va vouloir réagir évidemment. Ouais. Ce sont ce qu'on appelle des wall gardens. Donc eux, ils sont dans leur écosystème, ils ont leurs données, ils sont très heureux. Ça se passe bien pour eux. C'est le succès des Chinois. Wall garden d'Alibaba, wall garden de Tencent, wall garden maintenant de tous les nouveaux acteurs qui arrivent, les TikTok, etc. Ils ont leur propre écosystème avec leurs propres données. Quelque part, ils s'en fichent un peu des autres. C'est provocateur. On n'a pas idée de la quantité de données qu'ils peuvent avoir sur les personnes et du contenu aussi généré par les utilisateurs qui leur permettent d'avoir un ciblage très précis. On est sur de la big data, donc plus on a de la donnée, plus on est précis, plus on est capable de répondre aux enjeux technologiques, parce que c'est un enjeu technologique ce que propose Apple au marché. Nicolas Riel, une réaction là-dessus? Est-ce que Facebook a fait beaucoup de bruit pour rien? Finalement, tout va bien pour eux? Je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de bruit pour rien. En tout cas, non, ça a très bien été résumé. C'est que les wall gardens peuvent sortir renforcés de ce type de mesures, puisque effectivement, ils sont assis finalement sur énormément de données first party. Et donc, si dans un premier temps, une partie de leur business model peut être atteint, dans un temps plus moyen ou long, eh bien, vu que la data potentiellement serait moins partagée, ils pourraient ressortir renforcés. Donc, effectivement, c'était pas une surprise que potentiellement Facebook voit un futur, en tout cas peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, sur lequel il pourrait sortir renforcé, oui. Et Nicolas Riel, je sais que Criteo fait aussi cette proposition, ça a l'air d'être une idée qui émerge et prend forme, de la création d'un identifiant unique pour la publicité. Oui, alors on n'est pas seul. L'idée, c'est de le faire. C'est un vrai consortium en open source qui s'appelle OpenPass et qui permet, Mickey m'en parlait justement, on s'est associé à The Trade Desk, mais en fait, c'est une initiative plus large qui est traitée au sein d'un consortium qui s'appelle Prebid. On développe notamment, The Trade Desk va le développer plutôt aux États-Unis, Criteo sur la région européenne pour arriver. L'idée derrière, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'être indépendant des navigateurs, des OS, et que le marché de la publicité ne soit plus dépendant de gatekeepers, de grandes plateformes, et puisse finalement vivre sa vie en étant indépendant directement, avec une relation avec l'utilisateur, en donnant de la transparence et du choix, et une relation avec les éditeurs et les créateurs de contenu. C'est ça le projet qui est lancé derrière. Mais là aussi, c'est la même question, c'est de quel ID on parle, comment vous la récupérez, et est-ce que vous pouvez, à partir de cet ID, suivre l'utilisateur à travers ses surfs, mais aussi ses applications, par exemple? Ouais, l'idée, c'est effectivement d'avoir un Internet qui n'est pas fractionné et qui est interopérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, en fait, on a différents walled gardens, mais on a différents écosystèmes. Apple va avoir ses propres règles au sein des applis, puis d'autres règles au sein de Safari, et puis on va avoir des règles au sein de Chrome. L'idée, c'est de donner de la simplicité à l'utilisateur. Une fois qu'il donne son consentement, il a un endroit où il peut gérer l'intégralité de la gestion de ses données pour la publicité. Et donc, il peut opt-out pour tout en même temps, mais il peut aussi donner son opt-in pour tout en même temps. Et puis, régler ses paramètres en fonction de ce qu'il préfère sur un endroit simple et unique. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement fragmenté et on va d'un univers à un autre univers. Et en fait, pour l'utilisateur, il peut être perdu parce qu'il doit aller dans plusieurs paramètres différents pour donner son consentement. Donc, on redonne finalement un choix plus simple et plus centralisé aux consommateurs d'un côté. Et de l'autre, on a des acteurs et le marché de la publicité et des médias qui peut continuer d'être financé en n'étant pas dépendant des grandes plateformes. Mais est-ce que ça veut dire que je donne mon consentement une fois pour tout, pour la vie ? Non, vous pouvez toujours reprendre le consentement. Ça, c'est pas possible. La réglementation ne l'acceptera jamais. Non, il y a vraiment cette règle où vous pouvez changer d'avis, heureusement. Je pense que ce que Nicolas explique est assez important. Si on recentre le débat de comment on va faire sans cookies, il y aura le système des ID.
dont Nicolas vient de parler. Il y a d'autres solutions qui existent sur le marché. Il y a le système dont on n'a pas encore parlé, que Google met en place au travers de son groupe de travail Privacy Sandbox W3C, qui semble ressembler à quelque chose proche des cohortes. Et là, ils ont un sujet de consentement à faire valider. Groupes, donc, on cible des groupes d'individus qui ont le même comportement, mais de façon anonymisée. Donc voilà, ça sera la 3e étape. Donc ça sera un cohorte, une sorte de cohorte. Est-ce que Google va tirer l'épingle du jeu, va emmener tout le marché avec lui? Bon, voilà, question mark. Et puis, il y a la solution contextuelle. Il y aura certainement d'autres solutions qui vont se créer. Mais aujourd'hui, ces trois solutions-là existent l'ID, existe le contextuel. Le contextuel, je pense qu'il a un avenir radieux. Sur ces 3 solutions, les Français et les Européens sont positionnés? Oui, alors les Américains sont moins sur le sandbox de Google. Oui, les Américains sont très forts. Après, est-ce qu'ils vont tous s'entendre, puisqu'il y a quand même une guéguerre entre un Zuckerberg, un Tim Cook, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le contextuel, on a une carte à jouer très forte, parce qu'ils se sont pas complètement, ils sont là, mais ils se sont pas complètement mis sur le sujet. Et nous, on voudrait vraiment accélérer sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a une place à prendre en Europe et en France. Alors là, je ne peux donner la parole qu'à Geoffrey Berton, puisque Quarry, c'est vraiment son positionnement. Le ciblage contextuel. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, précis de ciblage contextuel? Ouais. C'est très simple. Imaginons, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Le foot. Le foot, on parlait de yoga sinon. Bon, ok, d'accord. Le yoga, plus tard. Oui, donc si vous aimez le foot, vous allez voir par exemple un résumé d'un match sur un grand site de sport. Là, je crois que c'est l'annonce de Didier Deschamps, des 26 ce soir, voilà. joueurs vous regardez l'annonce de Didier Deschamps qui vont participer à l'Euro 2021. Alors, prenons cet exemple. Vous faites la liste de tous les sites de news qui vont parler du sujet. Et en fait, le sujet, la thématique, nous, notre technologie va reconnaître que ça parle de sport et plus précisément de football. Et donc, on va chercher des annonceurs qui correspondent à tout simplement ce ciblage publicitaire. Donc, voilà, si on peut citer des marques, Nike, Adidas, Puma, qui pourraient être intéressés, être associés au contexte. Alors, si je peux me permettre, je vais juste rajouter un point, parce que je trouve que... Là, je ne vois pas où est l'apport technologique, là, pour l'instant, parce que c'est assez simple, finalement. Quelqu'un qui va regarder sur un site de foot des infos sur l'euro. C'est l'avantage du contextuel, c'est que c'est très simple à comprendre. Tout le monde est capable de comprendre ce que ça fait. Mais après, quelle est la pertinence? C'est quoi qu'est-ce qui permet d'identifier qu'un contenu parle de foot ou pas? Donc vous êtes un humain, vous allez reconnaître très facilement. Mais la machine, c'est bien plus compliqué. Il a fallu qu'on lui apprenne à reconnaître du contenu football, du contenu yoga, du contenu... Donc on ne lui donne pas juste une liste en lui disant, par exemple, l'équipe.fr Ah non, c'est bien plus précis que ça. Justement, on ça parlait tout à l'heure sur de les réseaux sociaux entre les mots. Alors, ça pourrait fonctionner sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, le contenu généré par l'utilisateur est un contenu personnel. Donc nous, on se l'interdit chez Quarry. On ne travaille pas avec les réseaux sociaux ou sur les plateformes qui sont user-generated content, c'est-à-dire générés par l'utilisateur. Mais voilà, pour faire apprendre à une machine qu'est-ce que du football, il a fallu lui donner plein de contenus qui parlent de football, lui dire, la corriger ensuite, lui donner des exemples, lui demander de scorer, ce qu'on appelle du scoring, c'est-à-dire mettre un score entre 0 et 100 de ressemblance par rapport à du contenu de football, de lui demander, avec un exemple, de lui demander de scorer ces exemples-là, de la corriger, et ensuite on est tout le temps obligé de la corriger, de l'aider à réapprendre pour qu'elle soit la plus fine possible. Donc c'est un gros travail de machine. Vous voulez réagir, Miki Mchiki? Oui, moi je suis vraiment passionnée et c'est le cœur du sujet de Weborama en ce moment. On a sorti un produit qui s'appelle Golden Fish, donc ça veut dire le petit poisson doré qui navigue. En fait, pour compléter ce que dit Geoffrey, il y a évidemment ce ciblage contextuel assez logique. J'aime le foot, je vais pouvoir être reconnue et recevoir dans des environnements contextuels des publicités liées à ça. Mais on va également plus loin, puisque la science des mots nous permet, si je prends l'exemple de l'énergie, si je prends juste le mot énergie, il porte à confusion. L'énergie nucléaire, l'énergie électrique, l'énergie, la vitalité. De quelle énergie je parle? En fait, la science des mots est très précise, va permettre finalement d'afficher une publicité, donc un annonceur, dans un contexte qui est vraiment lié à l'énergie qui lui est propre. Et pas l'énergie. Et on peut aussi avoir, en fait, c'est très important, la brand safety. Et donc ça, je voudrais vraiment insister sur ce sujet parce qu'il y a les histoires de consentement, mais il y a aussi respecter un environnement. Bien sûr, on ne parle pas de tout ce qui est terrorisme, etc., mais brand safe. Si je suis EDF et que je veux communiquer sur tout ce qui est énergie, mais je ne veux pas être associé à de l'énergie liée à, finalement, un suicide au gaz, par exemple. Donc, je peux exclure. Et donc, je suis dans un environnement privé et je n'affiche pas de façon arrogante
arrogante, une publicité qui n'a pas lieu d'être dans ce contexte. Ouais, qui pourrait être déplacée. Donc c'est là la technologie. On n'a plus qu'une minute ensemble, Nicolas Rieul. Juste, j'ai vu que vos résultats Criteo premier trimestre étaient plutôt positifs par rapport à ce que vous aviez envisagé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crise publicitaire. On n'est pas dans un moment noir aujourd'hui pour la pub. Il y a deux effets sur nos résultats. Il y a à la fois la crise qui a apporté le e-commerce et globalement le commerce qui est devenu digital ou en tout cas omnicanal, et ça porte le cœur de business de Criteo. Donc en fait, notre produit historique s'est plutôt bien porté et il est même en croissance de 8% sur le premier trimestre. Donc ça c'est très fort. Après, il y a des verticales comme le voyage qui restent sinistrés et ça peut nous affecter. Mais c'est surtout la croissance de nos nouveaux produits. La vidéo, des campagnes de notoriété qu'on a lancées. On vient de lancer, on a 2 offres contextuelles. Notre première offre, c'est le retail média. On permet aux marques de s'afficher sur les e-commerce, puisque c'est un contexte transactionnel. Évidemment, quand je suis une marque de chocolat, j'ai envie d'être dans la catégorie chocolat d'un e-commerce qui vend évidemment de l'alimentaire. Et puis là, on vient tout juste de lancer notre nouvelle offre contextuelle. Et la touch de Criteo, ça va être évidemment d'avoir de l'intelligence artificielle pour analyser la sémantique, les images présentes sur une page, ce qu'on vient d'entendre ici sur le plateau. Mais Criteo va aussi réunir le meilleur des deux mondes parce qu'on continuera d'avoir des données fines également sur la consommation des utilisateurs et on va s'en servir pour scorer une page. Donc on va pouvoir diffuser de la publicité sans consentement et sans cookies, mais scorer grâce à de l'analyse de données qu'on va avoir sur la consommation des Français. Les pros de la pub ont fait leur propre pub, ce n'est pas très étonnant. Merci beaucoup Nicolas Rieul, directeur général de Criteo France. Merci Miki Mchikli, présidente directrice générale de Weborama, et Geoffrey Berton, cofondateur de Query. Juste après la pause, je vous l'ai dit, on retrouve Cédric Villani. On va parler de la recherche française en milieu polaire. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et nous avons été rejoints par Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX. Bonjour Cédric Villani. Bonjour, déjà, merci beaucoup de revenir sur notre plateau. Alors on va évoquer l'un des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la recherche française en milieu polaire. Il faut déjà préciser que la France présidera en juin 2 réunions importantes sur l'Antarctique, la 43e réunion consultative du traité sur l'Antarctique et la 23e réunion du comité pour la protection de l'environnement antarctique. Et donc c'est dans ce cadre que l'OPEX a organisé une audition publique consacrée à cette recherche menée par la France en milieu polaire. J'avais une première question déjà, quelle est la finalité de cette recherche française ? On peut dire que les pôles, c'est un territoire de recherche exceptionnel, avec des enjeux considérables. Les plus grands enjeux de notre temps, vous les retrouvez dans les pôles. C'est là qu'on a les meilleures possibilités pour évaluer la concentration en gaz à effet de serre au cours de l'histoire. Dans ces grandes carottes glaciaires qui plongent à des profondeurs incroyables, sont les archives du climat de la Terre. Les grands climatologues français, les Valéry Masson-Delmotte, les Jean Jouzel, se réfèrent à ces carottes glaciaires. Et je dois dire, quand vous regardez les graphiques, quand vous voyez la concentration en carbone sur les dernières années, emprisonnée dans ces microscopiques bulles glaciaires, vous voyez que sur les dernières centaines de milliers d'années, ça fluctue et puis ça grimpe de façon inouïe au cours des dernières années, des dernières décennies. Ça vous fait vraiment quelque chose d'extrêmement fort sur l'état actuel du réchauffement climatique. Donc le climat, les pôles, c'est pas seulement les archives du climat, c'est aussi la clé du climat à venir. Le jour de la fonte de la calotte glaciaire antarctique, ça sera considérable par rapport au niveau des eaux dans le monde. Mais aussi en Arctique, en Antarctique, on le sait moins, des recherches fondamentales sur la biodiversité. Ce sont des zones les plus importantes du monde pour la spéciation. L'importance de certaines études, on pense aux célèbres études sur les manchots, l'importance aussi d'études, plus du côté nordique, de certains peuples, de certaines peuplades qui se sont accommodés des grands froids. On pense aux travaux de Paul-Émile Victor sur ces peuplades. Bref,
les pôles, aussi bien le pôle Nord que le pôle Sud, sont des endroits majeurs pour les grands enjeux de la recherche. Et alors, l'objectif de cette audition, c'était de faire un état des lieux de la recherche française ? D'abord, cette audition, nous l'avons conçue, c'était le 6 mai, je crois, après avoir été alerté par le spécialiste français de biodiversité Yvon Lemao, l'un de ceux qui ont beaucoup œuvré précisément sur ses expériences en Antarctique, sur les manchots, à concevoir des petits robots qui vont aller s'insérer, s'infiltrer au milieu des populations pour comprendre comment ça fonctionne, à s'interroger sur l'impact aussi du bagage, des travaux remarquables. Et Yvon Lemao nous avertit en disant, à l'arrivée de ces nouveaux rassemblements, réunions sur le traité de l'Antarctique et sur les questions environnementales, il serait bon de faire un état des lieux. Et c'était très émouvant. Nous avons été extrêmement frappés à l'OPEX de voir à quel point ce sujet méritait d'être mis en avant. D'abord, l'importance, les enjeux sur la recherche polaire. Le fait aussi qu'il y a une très grande tradition française là-dedans. Rappelons que Jules Dumont-d'Urville, le premier être humain à avoir mis pied sur l'Antarctique, c'était en 1840. Rappelons la France a des terres en Antarctique. Ce sont ces terres australes qui donnent à la France une frontière commune avec l'Australie. Très peu de gens le savent. Rappelons que la France aujourd'hui est l'une des plus grandes nations du monde pour ce qui est de l'impact et de la recherche en matière polaire. Et pourtant, et c'était aussi un grand enjeu, une France qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions, qui sous-investit là-dedans. Quand on compare la base du Mont d'Urville en Terre Adélie aux bases voisines de nos voisins britanniques, italiens, on a honte. Quand on compare le bateau, l'Astrolabe, le lointain héritier du grand bateau utilisé par Dumont d'Urville ou des bateaux de la Pérouse, on a honte quand on le compare aux grands navires britanniques, américains, chinois qui se retrouvent à opérer en Antarctique. Ça a été aussi l'occasion, donc, cette audition de l'OPEX, de façon inhabituelle, de faire un point avec le préfet des terres australes, avec l'ambassadeur de la France dans les pôles, Olivier Poivre d'Arvor, et ainsi de constater que la France devait renouveler son ambition pour être à la hauteur de sa glorieuse histoire, au moins d'un facteur 2 en termes de moyens financiers, mais aussi en termes de publicité, de ressources humaines. Ce sont des enjeux logistiques en particulier qui sont aujourd'hui difficiles à relever. Logistique, bien sûr, toujours avec la construction de ces grands navires d'exploration, mais aussi du maintien des bases, le soutien qui est apporté à la recherche, en particulier dans le territoire antarctique qui est dédié à la recherche. C'est un statut unique au monde, un peu comme l'espace est partagé par les États avec des traités intergouvernementaux. Donc avec une coopération internationale très importante. Coopération internationale extrêmement importante, et ça aussi a été souligné dans les auditions. Mais là où, dans l'espace, il y a, et c'est très bien, un grand battage médiatique dans le bon sens du terme, où on parle de cette entreprise internationale qu'est la Station internationale, où on parle de Thomas Pesquet, notre héros national, et tout la façon dont il contribue à travers les grands programmes de l'Agence spatiale européenne, les grands programmes internationaux à l'exploration et à la lutte contre l'inconnu. On oublie beaucoup trop dans le discours médiatique tout ce qui se passe dans les pôles, qui n'est pas moins extraordinaire et qui est aussi territoire encore largement inconnu et dans lesquels nous avons la clé. Je le disais, la clé du changement climatique, mais aussi la clé des circulations marines, la clé d'une compréhension de la biodiversité, la clé de certains des grands enjeux de notre époque. Et bien voilà, redonnons toute sa place médiatique au polaire et à la recherche menée là-bas par la France. Merci beaucoup Cédric Villani. Je rappelle que vous êtes donc député de l'Essonne et président de l'OPEX. À suivre, on termine cette émission avec une révolution, mais à l'échelle moléculaire. Il s'agit d'une sonde moléculaire d'une précision inégalée. Aujourd'hui avec Cécilia, nous partons à la découverte d'une innovation dans le domaine de la deep tech. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, oui, je vous présente aujourd'hui des sondes moléculaires qui vont révéler l'invisible. En fait, c'est une vraie technologie de rupture. Aujourd'hui, pour détecter une maladie, par exemple un cancer, il faut aller voir sa cellule. Parce qu'en fait, une cellule qui sécrète une maladie, elle sécrète une enzyme particulière qu'une cellule saine ne sécrèterait pas. Donc, il faut trouver cette enzyme pour détecter la maladie en particulier. Sauf que depuis longtemps, pour le faire, on utilise la fluorescence. Le problème
des techniques qui existent aujourd'hui, c'est que le fluorophore est soluble. Donc une fois qu'il a détecté l'enzyme cible, celle qui représente la maladie, il continue à se balader comme ça dans les cellules, et ce qui va donner beaucoup de faux positifs. Pour contrer ce problème, on a une société française, une start-up française qui s'appelle Molseed, qui est incubée chez Pulsalis, un incubateur Deep Tech à Lyon, qui a mis au point une sonde moléculaire qui va précisément cibler, et uniquement celle-là, les enzymes qui seront recherchées par les laboratoires. Alors justement, comment fonctionne donc cette sonde, cette nouvelle sonde? Alors en fait, une sonde moléculaire, il faut le comprendre, c'est une molécule avec 3 composants à l'intérieur, en l'occurrence ici, le fluorophore d'abord, puis l'espaceur et le substrat. Alors je vais vous expliquer petit à petit ce que représentent ces composants. Le substrat d'abord, c'est ce qui accompagne généralement une enzyme. Dans nos cellules, le substrat est produit naturellement. Ici, évidemment, dans la sonde moléculaire, il est créé artificiellement. En fonction de la recherche à effectuer, on a juste à modifier le substrat qu'on va ajouter dans la sonde cellulaire, dans la sonde moléculaire. Et donc, en fonction de l'enzyme à cibler, on va ajouter le substrat qui va correspondre à cette enzyme à cibler, tout simplement, puisqu'ensuite, ils pourront se reconnaître. Ce qui va garantir que la sonde moléculaire n'entre en activité que et seulement quand l'enzyme est positive. Et vous avez parlé d'un espaceur. Et j'ai parlé d'un espaceur. L'espaceur, c'est ce qui va lier les 3 composants, les 2 autres composants plutôt, le fluorophore et le substrat. L'espaceur se trouve au milieu et il va les lier. Donc en fait, cette molécule, quand elle va rencontrer l'enzyme, lors de cette rencontre, si l'enzyme est négative, il ne se passe absolument rien. Le processus reste invisible. Si elle est positive, l'enzyme va reconnaître le substrat artificiel, l'attirer vers elle. À ce moment-là, le trio est séparé, le fluorophore est libéré et il va pouvoir s'agglutiner autour de l'enzyme qui porte la pathologie. Quand il va s'agglomérer autour de l'enzyme, il va passer de l'état soluble à l'état solide en microcristaux. Et ça va faire une énorme différence. C'est justement le problème que voulait contrer Molseed, parce qu'une fois qu'il passe à l'état solide en microcristaux, il ne peut plus aller se balader dans d'autres cellules. Et donc, on réduit drastiquement le nombre de faux positifs. C'est là tout l'intérêt, effectivement. Et est-ce que cette innovation de rupture est aujourd'hui une réalité? Oui, déjà 12 sondes différentes ont été créées pour chercher différentes maladies. Elles permettent aujourd'hui de détecter des formes de cancer, mais aussi des maladies rénales, des perturbateurs endocriniens, la maladie d'Alzheimer ou tout simplement tout ce qui bouge, n'importe quel microbe vivant. Tout dépend en fait de la demande du laboratoire. Le champ des possibles est extrêmement large, en tout cas du côté de la start-up. Pour simplifier encore plus leur solution, la société Molseed prépare un kit de diagnostic qui facilitera la tâche des laboratoires comme des hôpitaux aujourd'hui qui ont aussi besoin de cette solution pour diagnostiquer rapidement la pathologie d'un patient. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez eu beaucoup de découvertes aujourd'hui dans Smart Tech. On est parti en milieu polaire, jusque dans les molécules. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces nouvelles réflexions aussi sur le numérique. À suivre, c'est le Lab où pitchent les entreprises tech. Et puis, on se retrouve, nous, demain pour de nouvelles discussions.